Bonjour à tous et bienvenue dans Était une fois le cinéma, votre podcast où on parle de cinéma et rien d'autre que de cinéma. Et aujourd'hui, on se retrouve pour Dune 2. Dune 2. Dune 2. Et ça faisait très longtemps qu'on n'a pas eu la chance de revoir un film de Denis Villeneuve, parce que 2021, la chaîne n'était pas encore ce qu'elle était, et je vous ai pas encore parlé de ce réalisateur que je trouve très atypique. Et avant de parler du film, bien sûr, on va parler un petit peu globalement de sa carrière. Mais du coup, aujourd'hui, Dune 2, je tenais juste à dire un petit détail, une petite critique gentillette, on va dire, sur un truc tout bête. J'aime beaucoup l'œuvre de Denis Villeneuve, et ce Dune, qui est première partie, qui nous a offert il y a 3 ans de cela, je vais pouvoir enfin le mettre dans un top. Parce que c'est un truc tout bête, je me suis dit, depuis 2023, que je ne mettrais que des films qui sont en 2 parties, je les mettrais vraiment que lorsque j'aurai vu la deuxième partie. Parce que ça sert strictement à rien, c'est comme tous les gens qui me disent... Oui, mais non, Spider-Man, la première partie, c'était le film d'animation, c'est trop bien. Alors oui, c'est trop bien, mais sauf que le problème, c'est que je vois pas de conclusion. Ça finit sur un putain de cliffhanger. Je suis au cinéma ou en série télé. Donc à un moment, je veux voir, moi, tout le travail abouti. Je veux voir tout l'aboutissement du travail sur cette saga. Sinon, pour moi, ça vaut pas le coup. Et c'est pour ça que j'ai décidé de moi-même, si je mets Dune en fin d'année dans un top, parce que l'année est encore longue, il y a encore plein de films qui vont sortir, et bah, je mettrai Dune dans son entièreté, c'est-à-dire le 1 et le 2. Voilà, c'est un truc que je dis tout de suite, parce que c'est un truc aujourd'hui que je trouve stupide de mettre qu'une seule partie. Voilà, ce n'est que mon avis, vous avez le droit d'en faire ce que vous voulez. C'est toujours bien de le dire. Du coup, Denis Villeneuve, réalisateur très intéressant, le réalisateur de Polytechnique, Incendie, Prisoner, Enemy, Sicario, Premier Contact, Blade Runner 2049 et Dune. Du coup, il y a cet aspect très intéressant que je trouve, parce que c'est un réalisateur qui m'inspire sur une chose, c'est un réalisateur qui, je trouve, a vraiment progressé. C'est ce que j'appelle un réalisateur du progrès. Pour moi, il se rapproche beaucoup d'un réalisateur comme Carpenter. Carpenter qui a commencé avec des films dans l'indépendant, avec des Halloween, des The Fog, jusqu'à New York 1997, plus gros budget. The Thing, beaucoup plus gros budget. Jack Burton, très gros budget. Et après, il retournera un peu dans l'indépendant, quelques films à gros budget, Los Angeles 2013. Mais voilà, c'est un réalisateur qui a monté progressivement les étapes pour se faire une réputation et montrer ce qu'il sait faire. Là où aujourd'hui, par exemple, je peux citer plein de réalisateurs qui aujourd'hui ont fait un petit film indé qui a super bien marché en festival, notamment, je prends l'exemple de Gareth Edwards assez souvent. Premier film, Monster, voilà film fait de bricoles, suivi derrière de Godzilla 100 millions de patates, Star Wars Rogue One 200 000 patates, ou 150, voilà, on est sur une grosse fourchette, une fourchette très lourde à l'époque, et du coup, il n'y avait pas sentiment de progression. Ouais, en 3 films, ils se retrouvent à la tête d'une méga production, alors que c'est des gens qui apprennent leur métier, ils doivent progresser, apprendre. Et c'est ce que j'aime beaucoup chez Denis Villeneuve, c'est qu'il y a cet aspect de progression. C'est un truc que moi je suis très attaché. Mais du coup, parlons maintenant de Dune, alors c'est très dur de le pitcher, je vais essayer de l'abréger de manière très simple, très modeste, parce que la complexité de Dune, ça met Star Wars niveau bac à sable quand même, hein. C'est très complexe, et encore j'ai un ami qui m'a expliqué que ça c'est ce qui vaut aux 2 premiers tomes, et suivra après les enfants de Dune, les héritiers de Dune, où là ça part en gros bordel, et il paraît que les tomes 5 et 6, ça peut tourner autour de... Ça fait presque du Victor Hugo sur Instant Space, c'est-à-dire que sur la description, il peut te faire 150 pages juste pour te présenter le contexte géopolitique de l'univers. Ce que je peux trouver génial, mais un peu déroutant sur beaucoup. Mais voilà. Du coup, si je devais le résumer brièvement, ce serait Paul Atreides, qui a survécu, notamment avec sa mère, du coup, qui va se joindre au peuple autochtone
d'Arrakis, les Fremen, du coup, tout en essayant de faire sa vengeance et d'assassiner ceux qui ont tué justement son père et ses amis, sa famille. Et alors qu'il doit faire tout simplement le choix entre le peuple, justement l'amour envers le peuple qui l'a accueilli, presque les Fremen, dont il va faire pleinement partie, et aussi de Shani, joué par Zendaya, et accomplir sa vengeance. Il essaiera de tout faire pour reconquérir le pouvoir sans déclencher une guerre sainte, une certaine guerre sainte qu'il voit dans ses visions. Et c'est un aspect que je trouve très intéressant, c'est le gros thème que je vais analyser sur cette partie de la vidéo, c'est la spiritualité. La spiritualité chez Denis Villeneuve, dans ce film, dans Dune, est incroyable. Alors j'ai pas lu les bouquins, j'ai pas lu entièrement les bouquins, j'ai lu, je crois, de mémoire, les 3/4 du premier bouquin, qui est déjà un beau pavé, hein. Il faut se dire, les Dunes, c'est des 1000 pages et quelques, hein. C'est très 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 complet. Et du coup, sur cet aspect-là, c'est clair que la spiritualité est vraiment un sujet que j'ai beaucoup plus précis. Alors, il était déjà à peu près présent dans le premier film, mais quand ça a amené des bases, et vu que la première partie est un énorme premier acte, avec un élément déclencheur qui est la mort de sa famille, ce qui est très intéressant, mais techniquement, sur un film de 6 heures, ça marche. Sur un film de juste 2h30, d'être un premier acte, ça marche pas. Donc c'est pour ça que pour moi, je vous dis, voyez Dune 1, Dune 2 à la suite pour sentir pleinement la force du truc. Et du coup, sur cet aspect-là, la spiritualité revient plus fort dans ce premier film, même plus important, parce que Paul Atreides doit faire des choix à la fois spirituels, c'est-à-dire se rapprocher où il est vu quand même presque comme un messie par beaucoup, d'une nouvelle forme de nouveau dieu, mais à la fois il est humble et veut rester justement très proche du peuple. Il y a ce côté à la fois de mélange de culture que je trouve très intéressant, cet aspect à la fois un peu chrétienne, sur cet aspect-là, justement l'homme humble qui amène la voix auprès des autres. Et il y a aussi beaucoup cet aspect justement fantastique lié un petit peu à une certaine culture pagane, justement, parce qu'il ressemble presque à une volva, hein, au final, un volva mélangé avec un peu de culture arabe, sa mère, la mère de Paul Atreides, qui a ce côté très chaman dans ces parties de Dune, qui est très intéressant sur cet aspect justement de voir l'avenir et de tous les dommages collatéraux que ça peut amener. Et du coup, il y a cet aspect tiraillé entre l'amour et l'humanité dans sa globalité. Et ce qui amènera une fin pour moi cocufiable as fuck, mais que je trouve génial sur cet aspect-là. Et c'est un thème qui m'a beaucoup touché tout le long du film, car je trouve ça très intéressant de montrer les dilemmes spirituels de ce personnage, qui tout le long veut se faire accepter par les Fremen, montrer qu'il est pleinement du peuple, l'amour qu'il porte en cette personne, et à la fois sa vengeance. Et sa vengeance va être beaucoup plus accentuée aussi par sa mère qui va devenir la révérende mère, qui a une place très importante dans ces sociétés justement des Fremen. Et du coup, va débloquer justement l'eau qui va permettre de communiquer en plus avec sa fille, parce qu'elle est enceinte, et aussi communiquer et permettre à Paul de clairement voir l'avenir, encore plus loin qu'il peut le voir dans ses visions, de voir tout ce qui va s'amener en termes de guerre, de l'aspect humain. Et c'est ça la spiritualité qui est très intéressante, c'est de se dire une chose, quel choix tu t'amènes quand tu peux voir l'avenir. Si tu peux empêcher toute guerre et de foutre le bordel et tout, de leur dire voilà, ce côté très apparemment dans les suites, dont il va poutrer un peu tout le monde, de leur dire vous arrêtez vos bordels, ça se passera comme ça, et quitte à des fois être inhumain pour permettre justement la paix. C'est toute une question philosophique que je trouve très intéressant. Et ce qui amène, là je spoil à la fin, donc allez voir le film tout simplement, et de cet aspect où il doit faire un choix. Il est fou amoureux du personnage de Zendaya, le personnage de Shani,
Mais il doit faire un choix. Il doit faire un choix, et ce choix va s'amener sur s'allier avec comment ça s'appelle Elolen, qui est la fille d'un empereur, l'empereur joué par un immense acteur, un acteur que j'aime énormément, Christopher Walken. Du coup, cette Erulen, justement, n'a d'autre choix quelque part de se lier avec Paul Atreides pour la paix et tout ça. Et c'est pour ça que je parlais de côté cocufiage sur ça, qui est très marrant et très intéressant, de se dire que le personnage de Zendaya doit regarder ça en mode oui, mais il m'aime, mais tu dois quand même aller voir baiser l'autre pour pouvoir la paix. Donc c'est un truc un petit peu cocufiage que je trouve très 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 drôle, moi, qui m'a fait beaucoup rire, et intérieurement bien sûr. Et même si non, ça s'explique beaucoup sur l'aspect géopolitique qui est amené dans le film. Et ça, je trouve ça très bien écrit sur l'aspect des relations, l'évolution aussi spirituelle de Paul qui est très réservé, qui apprend pleinement l'aspect, une place très importante chez les Fremen, mais en tant que Messie, mais Messie humble qui ne veut pas, jusqu'à de devenir quelque part, après avoir goûté à cette comment ça s'appelle, l'eau, je sais plus comment ça s'appelle, l'eau qui va lui pousser ses visions de manière beaucoup plus poussée, et du coup à devenir un véritable leader, un leader qui voit ce qui doit se passer et qui n'a pas d'autre choix de faire ce qu'il y a à faire. Et moi, je trouve ça très intéressant, très très intéressant, et qui ne veut pas être, où il voit justement qui peut être responsable de beaucoup de morts. Et qu'est-ce que tu dois faire comme choix? Est-ce que tu vas devoir te battre pour générer la paix et que avoir des dommages collatéraux mais avoir la paix, ou soit tu fais rien et derrière tu auras beaucoup plus de morts et des gens autour de toi que t'aimes mourir. Donc c'est des questions de choix, et c'est très intéressant justement ces choix psychologiques et spirituels. C'est très 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 profond, hein. Ça met quand même une bonne fesse à Star Wars sur cet aspect là. C'est différent, mais je trouve ça beaucoup plus complexe dans ce domaine là. C'est très intéressant. Alors j'ai pas beaucoup parlé des Harkonnen parce que je trouve qu'ils sont beaucoup plus présents dans le premier film, et là ils sont une menace, mais ils sont l'aspect justement beaucoup ils sont un peu poutrés la gueule littéralement pour une grosse partie des films, mais du coup c'est pour ça que je vais parler maintenant de la mise en scène. La mise en scène est très intéressante car je trouve que c'est véritablement un aboutissement de tout le travail de Denis Villeneuve. Je vais y arriver. C'est-à-dire, on a l'aspect guérilla urbaine de Sicario. On a vraiment la SF qu'il a peaufiné avec Premier Contact et Blade Runner. Ce côté beaucoup plus mindfuck avec Premier Contact et Enemy, l'aspect vision, cet aspect très vision, très spirituel, comme il pouvait l'avoir chez d'autres cinéastes, comme par exemple Dario Argento, c'est-à-dire des visions qui amènent la mort, notamment la sensualité, le meurtre chez Dario Argento. Là, on a sur quelque chose à la fois quand même de très destructeur, et à la fois d'un contact avec un avenir, comme ça a pu être le cas dans le Premier Contact, ou différemment, une perception du monde, une autre perception du monde chez Enemy, ce qui en fait quelque chose pour moi de très intéressant, et ça se mélange véritablement très bien cette fois dans le récit. Et vraiment, c'est ce qui en fait vraiment une œuvre intéressante. Par exemple, les scènes de guerre, de guérilla urbaine, pour moi, retranscrit quelque chose que je trouve très intéressant, de montrer justement cet aspect guérilla. Guérilla, pourquoi ? Parce que le peuple justement des Fremen, et ça se voit dans l'esthétisme et tout ça, très très proche d'une certaine culture arabe, du Moyen-Orient, notamment d'Afghanistan, qui pour moi clairement une des plus grosses références dans ce domaine, notamment d'un point de vue historique, parce que c'est un des pays où beaucoup de grands empires, comme les Harkonnen ou d'autres empereurs dans Dune, si tu compares ça avec par exemple les États-Unis, l'Union soviétique et aussi les Anglais,
C'est pour ça que, pour ceux qui ne savent pas, l'Afghanistan, ça fait appeler le destructeur d'empire. Pour la simple bonne raison qu'ils ne peuvent pas empêcher une guérilla urbaine, parce que c'est un terrain qui est très compliqué, grosse partie de montagne, un petit peu comme dans Dune, et que ce peuple connaît très bien le terrain et connaît ses forces et ses armes. Et du coup, a beaucoup de capacité à détruire justement des ennemis qui sont supérieurs technologiquement. Ce qui a été le cas aussi des États-Unis pendant la guerre du Vietnam, ou la France en Indochine, où on s'est fait poutrer. Ce qui en fait quelque chose de très intéressant. Je trouve que ça se retrouve très bien avec les mouvements de caméra, ce côté très dynamique, des vues subjectives justement de jumelles, de snipers ou autres armes. C'est quelque chose que je trouve très intéressant d'un point de vue de la mise en scène. Ça rajoute vraiment un dynamisme et on a quelque chose de très intéressant. Suivra l'aspect spiritualité, qui passera toujours par les visions de Paul, très très court, très très cuté, et qui justement amène cette vision qui permet de voir quelque chose de l'ordre du spirituel. Et ça passe aussi par l'étalonnage. L'étalonnage, je trouve ça très intéressant parce qu'on commence très 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 chaud au début, et au fur et à mesure, ça s'éclaircit. C'est-à-dire qu'on a cet aspect à la fois, je trouve, très proche de Midsommar, c'est-à-dire très blanc, très lumineux, en contraste avec le monde des Harkonnen, qui lui est très noir et blanc, très contrasté, très lourd. D'ailleurs, comment il s'appelle le jeune Harkonnen, c'est Yadrota Harkonnen, joué par Austin Adler. Je l'ai pas reconnu au début, je sais pas pourquoi j'ai pensé à Matt Smith. Je pensais que c'était lui, qui dans ce monde paraît très violent, très cru. Ce noir et blanc qui est en littéral le contraste avec le monde d'Araki. Et pareil pour pour l'empereur Padisha, joué par Christopher Walken, qui vit dans un monde tout vert, très très clean, très floral, en opposition avec le désert. Donc les décors permettent vraiment d'identifier la place du monde où on est. Et le désert a vraiment cet aspect personnalité avec les créatures qui y vivent, l'aspect que Paul Atreides se donne un surnom lié à une petite souris du désert, ce qui est très intéressant parce que ça montre sa place au sein d'une créature qui comprend le désert mieux qu'aucune autre créature alors qu'elle est si petite. Ça rajoute du mythe. Il y a vraiment cet aspect que je trouve très intéressant globalement. C'est hyper intéressant cette deuxième partie de Dune. Je pourrais développer beaucoup plus longuement, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses de dites. Et voilà, sur la mise en scène, je trouve qu'il y a un très 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 bon travail de Denis Villeneuve. J'ai pris un peu de temps pour digérer le film, pour pouvoir en parler, parce que j'avais pas envie d'en parler dans l'instant T. Là, ça va faire une semaine, on va bientôt avoir les résultats. Je pense que le film au box-office va avoir les salles étaient pas mal pleines, hein, donc je pense qu'il y aura quand même de bonnes entrées pour le film, ce qui est quand même le premier blockbuster, on va dire, relativement intéressant sorti cette année. Et je pense que c'est intéressant que les gens aillent le voir, parce que ils diront, ouais, on se fout pas de notre gueule. Comparé à beaucoup des derniers gros blockbusters de DC, Marvel et tout le tintouin, où franchement on a l'impression de nous chier sur le cul, et c'est pas agréable. C'est pas du tout agréable. Du coup, je pense que j'ai parlé à peu près de tout ce que j'avais à dire sur le film. Ça fait quand même déjà 18 minutes, presque 20 minutes de podcast. En tout cas, merci à vous d'être toujours là. J'espère pas avoir abusé cette fois comme je l'ai fait. Franchement, c'est vrai que des fois je l'ai dit 2-3 fois, mais là j'espère que ça passera un peu mieux. Vous avez vu la nouvelle interface, du coup vous pouvez vous abonner à mon Twitch, mon Instagram. Mon Instagram, c'est surtout pour mon travail personnel, c'est-à-dire tout ce que je fais moi de l'ordre de mon travail personnel en vidéo. Et là, bien sûr, une modeste chaîne YouTube pour qu'on atteigne les 500 abonnés, j'espère, avant la fin de l'année, ça serait cool. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux, merci de me soutenir sur cette humble chaîne. Je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien, tchuss.